Vous essayez certainement de comprendre pourquoi autant de violence a été employée vis-à-vis de moi. Aujourd'hui, j'ai la ferme intuition que tous ces éléments qui portent atteinte à mon honneur, à ma dignité, ma réputation, qui me mettent en danger ainsi que mon collaborateur, proviennent de ces personnes qui souhaitent faire taire une contestation citoyenne légitime qui utilise la loi comme outil de prédilection. Mais quelle sera la prochaine étape que ces personnes oseront franchir? M'empoisonner? Me renverser? Me placer 30 kilos de cannabis dans mes affaires pour me faire incarcérer? D'autres élus qui soutenaient notre combat militant avant que nous fassions notre entrée sur l'échiquier politique pourront également attester le sérieux de nos combats et la manière dont nous avons toujours été attachés aux valeurs de la République sans jamais porter atteinte au pacte républicain qui nous unit. Bonjour à tous. Récemment, la flamme olympique a traversé la France, circulant dans de nombreuses communes jusqu'à Paris, lieu d'accueil principal des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Pendant que certains ont célébré cet événement planétaire, organisé avec les deniers du peuple français, certains ont été privés de participer à cette grande fête populaire. L'État français, craignant la survenance d'un attentat, a pris des mesures coercitives à l'encontre de nombreuses personnes. Si cette volonté de protection est louable, car il faut impérativement protéger les délégations sportives ainsi que les spectateurs d'un potentiel acte terroriste, les abus d'autorité ont été très nombreux. En effet, beaucoup de personnes se sont retrouvées à tort sujettes à des MICAS, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, basées sur des motivations mensongères, calomnieuses et donc injustifiées. Ces mesures imposent des restrictions drastiques de liberté. Elles empêchent notamment les personnes concernées de sortir du périmètre de leur ville, leur imposent d'aller pointer au commissariat tous les jours à une heure déterminée, pour une durée de 3 mois potentiellement renouvelable. Quelles que soient les fiches de renseignement produites sur les individus, de telles mesures administratives qui ne passent pas devant un juge sont inconstitutionnelles et contraires au droit européen, comme le révèle un rapport sénatorial dans lequel on peut lire. Sur le plan juridique tout d'abord, fonder des décisions administratives, quelles qu'elles soient, sur une simple inscription dans un fichier de police, qu'il s'agisse du FPR ou du FSPRT, serait contraire au droit de l'Union européenne. Notons que les fiches S, dont médias et politiques parlent régulièrement, font partie du fichier FPR, le fichier des personnes recherchées. La fiche S est un outil de signalement, mais ne constitue ni un indicateur de dangerosité, ni une preuve de culpabilité. Dès lors, la mise en œuvre à des fins de prévention des atteintes à la sécurité et à l'ordre public d'une mesure restrictive de liberté sur la base de la simple inscription au fichier, sans que celle-ci suffise à établir la menace à l'ordre public, serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Si des mesures administratives prises sur des informations fiables sont déjà inconstitutionnelles et contraires au droit, que dire des mesures prises sur des mensonges qui, de surcroît, ne font l'objet d'aucun contradictoire, principe pourtant fondamental de notre justice républicaine. Parmi ces personnes sujettes à des MICAS, on recense le témoignage de cette famille. C'était un mercredi matin, à 6h du matin, on frappe à la porte. Police, ouvrez la porte. Mon mari se lève en sursaut. Moi, je me dis qu'il doit y avoir peut-être le feu dans le bâtiment, qu'on doit évacuer le bâtiment. Enfin, j'étais à 100 milieux d'imaginer ce qui allait nous attendre. Mon mari est instituteur dans une école et en 2018, il a eu une dénonciation calomnieuse par une parent d'élève qui a dit qu'il était prosélyte dans l'école. Oui, ça a eu des très très grosses conséquences parce que mes enfants sont angoissés. Moi, franchement, j'ai perdu 6 kilos, j'arrive plus à manger.
Mon mari, c'est pareil, il maigrit à vue d'œil. Donc là, il doit aller tous les matins au commissariat pour signer une feuille de présence et il n'a pas le droit de sortir de la ville pendant 3 mois. Je veux dire à ces familles-là qui vivent la même chose que nous, je sais à quel point c'est dur. Je sais à quel point c'est dur parce qu'on le vit actuellement. Il y a beaucoup de membres de notre famille qui ne sont pas au courant parce qu'on a ce sentiment de honte, de culpabilité, alors qu'on n'a rien fait du tout. Moi aussi, au début, je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas en parler parce que je ne voulais pas qu'on soit stigmatisé, qu'on se dise ah bah oui, ils sont radicalisés. Ah bah oui, mais non, on est juste des musulmans en fait. En fait, ce qu'on nous reproche, c'est simplement à mon mari d'être musulman, d'avoir une tache de prière sur son front, d'aller à la mosquée. C'est ça qu'on nous reproche. Et moi, je veux dire à toutes les familles, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, témoignez. Témoignez même dans l'anonymat, mais témoignez, il faut que ça se sache. Il faut qu'on soit unis. Je le sais que c'est dur. Je suis la première à comprendre dans quelle situation vous êtes. On a beau nous dire mais non, patientez, ça va aller. Bien sûr qu'on patiente, de toute façon on ne peut rien faire de plus. On s'en est remis à la justice qui a refusé notre recours, mais on ne s'arrêtera pas là. On va faire appel de la décision parce que c'est une injustice totale. Et si on ne le fait pas pour nous, on le fait pour nos enfants. Ce fut le cas pour d'autres, comme cet homme qui a toujours déclaré s'être fait usurper son identité sur les réseaux sociaux, ce qui a été confirmé, mais qui ne l'a pas empêché de faire l'objet de cette mesure privative de liberté. Donc pour repréciser ce que vous disiez, effectivement le 16 avril j'ai été perquisitionné à mon domicile et donc j'ai été placé en garde à vue. Donc si vous voulez dans l'affaire il me reprochait à 10% la vidéo TikTok et à 90% les propos qu'avait pu avoir l'usurpateur sur l'application Rave. Et pour expliquer une anecdote qui est vraiment ubuesque, c'est qu'il a suffi de quelques minutes d'audition auprès des enquêteurs pour qu'ils comprennent qu'il y avait erreur de casting totale, étant donné que le compte était toujours actif, alors que j'étais en garde à vue depuis la matinée. Ils se sont même excusés de vive voix pour l'erreur. Donc depuis la matinée, j'étais en garde à vue. On vous a restitué ensuite les ordinateurs, les téléphones qu'on avait confisqués pour les examiner. Et le problème, c'est que le 29 juin dernier, vous avez été mis sous mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, la fameuse MICAS, pour apologie de terrorisme. Tout à fait. Et donc j'ai reçu 4 policiers qui sont venus à mon domicile voilà, ils étaient armés d'un taser un peu menaçant pour m'indiquer qu'il y avait une MICAS à mon encontre et que j'étais maintenant assigné à la résidence avec l'impossibilité de me déplacer en dehors de ma commune pour les 3 mois. Mais pour bien comprendre, vous n'avez pas expliqué aux policiers que finalement c'était une méprise et que vous aviez été reconnu innocent ? Si, tout à fait. Cela est expliqué, mais bon, les policiers m'ont indiqué qu'ils ne faisaient que suivre les ordres. De ce que je conclus et de ce que conclut mon avocat, maître Brengart, c'est qu'en fait, la communication entre le judiciaire et l'administratif ne se fait pas du tout. Et donc maintenant, j'ai une situation tout à fait injuste. Et pour vous dire, en fait, la personne continue à sévir car elle continue à faire des lives. Et j'ai même un enregistrement où cette personne dit avoir une grenade. Et vouloir la faire exploser. Donc en fait, au-delà de l'atteinte que peut avoir à mes libertés fondamentales cet arrêté, donc cette MICAS, il y a aussi une personne extrêmement dangereuse qui menace de commettre un crime. Ce fut également mon cas. Je suis ancien footballeur professionnel, j'ai porté le maillot de l'équipe de France et donc représenté la nation française. Je suis militant associatif défendant les droits humains depuis presque 15 ans. Je suis élu de la République depuis plus de 4 ans maintenant. Mais j'ai fait l'objet d'une telle mesure sur des éléments totalement mensongers que je présente dans une vidéo explicative. Après avoir apporté la vérité sur les mensonges qui ont été produits dans un document officiel émanant du ministère de l'Intérieur et demandé des comptes au préfet de la Seine-Saint-Denis par l'intervention d'un commissaire de justice, ce dernier a envoyé un commando de police armé et cagoulé chez moi, défonçant la porte de mon appartement à 6 h du matin pour venir braquer ma femme, mes enfants et moi-même à l'arme de guerre. Contrairement à la famille dont vous avez vu le témoignage précédemment, les policiers n'ont pas frappé à la porte de chez moi. La porte a été forcée au bélier et la police est entrée avec rigueur, comme les agents l'ont attesté eux-mêmes sur le procès-verbal d'intervention. Visiblement, je représenterai une menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publique de notre nation, et un danger imminent pour les agents de police susceptibles d'être à mon contact.
Vous essayez certainement de comprendre pourquoi autant de violence a été employée vis-à-vis de moi, dans un premier temps avec ma privation arbitraire de liberté pour une durée de 3 mois, puis envers ma famille à travers un tel terrorisme administratif. Avec nos équipes, nous nous sommes posé la même question et avons peut-être trouvé un début de réponse. Nous pensons que ce sont nos actions au plus proche de la population qui dérangent. En effet, en tant que militants associatifs et représentants politiques, nous avons accompagné de nombreuses familles dans leurs difficultés. Ce fut le cas par exemple de ces 2 familles vivant dans un bâtiment appartenant à la ville de Sevran, au 8 rue Pierre-Brossolette. Le maire de la ville, gestionnaire du dit bâtiment, avait menacé ces 2 familles de les expulser pratiquement du jour au lendemain en invoquant des motivations mensongères. Mon collaborateur et moi-même, accompagnés de nos équipes, nous sommes battus pour la dignité de ces personnes victimes d'extorsion et avons dénoncé de tels comportements dans des vidéos. Le maire avait déposé plainte pour diffamation, mais a été débouté de ses demandes, la justice ayant estimé que ces vidéos ne portaient pas atteinte à sa dignité et que le bâtiment en question était bien incompatible avec la dignité humaine, comme nous le dénoncions. Nous avons alors tenté d'alerter les autorités préfectorales sur la situation, ainsi que sur d'autres problématiques dans lesquelles le maire de Sevran reconnaissait notamment avoir détourné de l'argent public en ces termes. Monsieur Jousse, vous m'interpellez sur un cas particulier concernant un agent de médiation qui s'est trouvé en prison et dont le contrat a été renouvelé et qui a été également rémunéré alors qu'il était en prison. Il ne pouvait pas être rémunéré puisqu'il était en prison. Il ne pouvait pas voir son contrat renouvelé puisqu'il était en prison. Et ça a été fait. Les préfets successifs du 93 n'ont jamais voulu nous recevoir sur ces dossiers, malgré toute la matérialité des faits que nous avons mis en lutte. Puis, nous avons réalisé une vidéo concernant le préfet Jacques Witkowski, qui avait signé un partenariat de lutte contre l'habitat indigne avec le maire de Sevran. Nous dénoncions l'hypocrisie d'une telle démarche conclue entre un présumé marchand de sommeil et un préfet qui n'a jamais voulu se pencher sur l'indignité des bâtiments communaux gérés par Stéphane Blanchet, ainsi que sur le reste des problématiques que nous avons soulevées. Voici quelques extraits de cette vidéo réalisée maintenant il y a plus de 2 ans. Si le dispositif en lui-même est une avancée, s'inscrivant dans la continuité de notre combat pour la dignité humaine, des questions se posent quant aux personnes qui ont signé cet accord. En effet, on peut lire dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu en date du 23 février 2022, soit un mois avant la signature de ce partenariat, à propos de M. Blanchet, maire de la ville de Sevran. En se comportant comme un marchand de sommeil, le maire s'expose à un traitement pénal équivalent à celui des trafiquants de drogue tel qu'envisagé par le gouvernement. Outre les témoignages et images du logement concerné insérés dans les vidéos établissant l'insalubrité de l'immeuble, les prévenus produisent des attestations. Comment le préfet peut-il faire confiance à Stéphane Blanchet pour être pilote sur un tel dispositif gouvernemental de lutte contre le logement indigne ? Voudrait-il doter un pyromane d'un casque de pompier, pour reprendre l'expression ? Vous nous direz qu'il n'était peut-être pas au courant de ce jugement car M. Blanchet aime l'opacité sur ce qui n'est pas à son avantage. Alors nous nous sommes rendus en préfecture une nouvelle fois pour lui faire part de la situation. Pour info, M. Witkowski avait déjà refusé de recevoir une délégation de bâtisseurs d'égalité composée d'élus, de représentants associatifs et victimes des agissements de M. Blanchet. Mais avec un tel jugement, les choses allaient peut-être changer. Eh bien non. Même après avoir été informé personnellement de l'existence de ce jugement accablant par l'un de ses conseillers, il a campé sur sa position de mépris, n'accordant aucune considération à l'alerte lancée par les bâtisseurs sur le danger auquel sont encore exposés des Sevranaises et Sevranais en termes de logement indigne par le maire Stéphane Blanchet, sachant qu'il avait de surcroît déjà menti à la justice pour expulser des personnes vulnérables. Monsieur le préfet, sachez que même le président de la République, M. Macron, a manifesté de la considération au combat des bâtisseurs en écoutant très attentivement leurs revendications. Nous avons un devoir de probité et d'exemplarité envers notre population. Que faire lorsque les personnes chargées d'une mission de service public et le premier magistrat de la ville se rendent coupables de faits extrêmement graves? Que proposez-vous pour régler cette situation? On va regarder les choses. Là, on est en train justement de parler de la lutte contre l'habitat indigne.
Vous pensez-vous aujourd'hui supérieur au président de la République? Vous sentez-vous plus puissant que lui? Êtes-vous digne de la fonction qui vous est confiée aujourd'hui par ce même président de la République et dont vous êtes censé être le seul et unique représentant dans le département? Que devons-nous penser de votre posture, au point même d'affirmer que si nous nous maintenions dans les lieux trop longtemps, vous feriez appel aux forces de l'ordre pour nous déloger? Est-ce ainsi que vous avez été formé au respect des valeurs de la République et au respect de vos concitoyens lorsque vous étiez dans les corps armés? Pour rappel, monsieur Witkowski, votre fonction de préfet est au service des élus de la République qui sont porteurs d'un mandat électif. Vous devez combattre les entraves aux valeurs de notre République, non pas les couvrir pour certaines d'entre elles. Doit-on conclure que vous ne voyez aucun inconvénient à ce que monsieur Blanchet, maire de Sevran, offre de nouvelles victimes à la misère en faisant vivre des personnes dans des conditions indignes ou en les exposant au danger de la rue pour privilégier un projet financier? Devons-nous vous faire un comparatif entre votre prospectus de lutte contre le logement indigne et l'état de certains appartements communaux gérés par Stéphane Blanchet? Cela vous sera fait prochainement, afin que l'opinion publique sache ce que vous tolérez de la part d'un maire, mais que vous souhaitez combattre pour des personnes dites lambda. Monsieur le préfet, pour rappel de notre chère Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Nous espérons sincèrement que le temps corrigera votre mépris et que vous saurez revenir aux missions qui sont les vôtres, à savoir notamment l'ordre public, la protection des populations et la lutte contre l'exclusion. À cette époque déjà, nous étions inquiets quant à notre avenir, car nous avions déjà reçu quelques avertissements de la part de certaines personnes en ces termes. Arrêtez de faire chier Stéphane Blanchet, c'est un mec bien. Attention à vous quand vous traversez la rue. Et j'en passe. Nous précisions dans cette vidéo que nous laissions des traces au cas où il nous arriverait quelque chose. Et si nous faisons ces vidéos, c'est pour que nos concitoyens puissent savoir qui sont les personnes qui font entrave au combat que nous menons pour la dignité humaine. C'est également pour laisser des traces au cas où il nous arriverait quelque chose. Car il nous a été dit à plusieurs reprises de faire attention à nous lorsque nous marchons dans la rue. Devons-nous conclure que nos vies seraient potentiellement en danger? D'où viendra ce danger? De certains acteurs de la République qui considèrent subjectivement que notre combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité est une menace à leurs intérêts corporatistes? Nous aurait-on vendu du rêve concernant nos acteurs censés être républicains? Marchands de sommeil et vendeurs de rêves, cela s'accorderait-il au son de la trahison? Pour oser dénoncer des pratiques délictueuses, voire criminelles de la part de certaines autorités politiques et administratives, des personnes ont décidé de mettre à exécution ces menaces en prenant des mesures très violentes à mon encontre. Même mon collaborateur est calomnié dans les services de renseignement au point de mettre sa vie en danger. Pour information, il est décrit comme un salafiste prodiguant des cours de sport de combat dans la mosquée des Radars à Sevran à des personnes qui partent faire le djihad, alors que ce dernier n'est même pas musulman et ne fréquente aucune mosquée. Nous savons que lorsque M. Blanchet dénonce des faits pourtant mensongers, les personnes sont immédiatement auditionnées, placées en garde à vue ou présentées devant les juges. En témoignent les procédures intentées à notre rencontre, ainsi que ces quelques images à propos desquelles nous avions réalisé une vidéo complète. La dame me dit « Bonjour monsieur, votre téléphone il a servi à envoyer un message au maire. C'était des menaces envers le maire. » Je dis « Ouais d'accord, pas de souci, c'est pas moi. » De suite je suis placé en garde à vue. Ce jour-là, quand ils m'ont dit c'était quel jour, quelle date, j'étais en train de jouer au foot. Chez moi, il procède à une perquisition. Après, il a dit bon, on va faire une perquisition aussi dans la voiture. Ils sont partis faire des enquêtes, partis interroger ma femme. Vous avez fait combien de temps de garde à vue? En tout pour tout, 72 heures. 6 mois après, j'avais un jugement. Et là, à ce moment-là, il me dit ah, le maire de Sevran, lui, il passe ses journées ici. Au tribunal. Au tribunal. Il m'a dit il est très connu ici. J'ai juste retenu la fin, qui demandait des dommages et intérêts et qu'il a sollicité la ville pour les frais d'avocat. Vous êtes acquitté, on passe à autre chose. Reconnu innocent par la justice. Exactement. A contrario, lorsque lui-même est mis en cause, aucune action judiciaire ou administrative n'aboutit.
Aujourd'hui, j'ai la ferme intuition que tous ces éléments qui portent atteinte à mon honneur, à ma dignité, ma réputation, qui me mettent en danger ainsi que mon collaborateur, proviennent de ces personnes qui souhaitent faire taire une contestation citoyenne légitime qui utilise la loi comme outil de prédilection. La religion musulmane n'est qu'un prétexte qu'elles instrumentalisent à leur fin pour nous nuire de façon totalement délibérée. Mais quelle sera la prochaine étape que ces personnes oseront franchir ? M'empoisonner, me renverser, me placer 30 kilos de cannabis dans mes affaires pour me faire incarcérer ? Je me pose chaque jour la question en remerciant le ciel de rester en vie chaque matin qui se lève. En concertation avec ma famille et mes collaborateurs, j'ai pris la décision de mener ce combat jusqu'à ce que les personnes auteurs et complices de ces crimes et délits à mon encontre soient jugées au nom du peuple français et que des excuses officielles soient présentées à ma femme et mes enfants terrorisés par cette descente injustifiée tant sur le droit que sur la morale. Pour cela, j'ai besoin des témoignages de toutes les personnes qui détiennent une part de vérité me concernant et concernant mon collaborateur. Je veux que les témoins de la vérité se manifestent. Soit ils mettent en lumière ces vérités qui vont me rétablir, soit ils ne le font pas et veulent délibérément. Pourquoi ces témoignages ? Car ils me seront utiles pour mes procédures à venir. Maître Guesguez a défendu une personne victime elle aussi, à tort, d'une MICAS. On peut lire dans un extrait du jugement provenant du tribunal administratif par lequel il a fait infirmer la MICAS. Monsieur conteste les faits ayant donné lieu à un signalement en décembre 2022. Il produit à cet égard des attestations d'élèves indiquant n'être jamais monté en voiture avec lui pour aller acheter des pizzas et précisant que ce dernier ne leur parle pas de religion ni ne les questionne à ce sujet. En tout état de cause, les faits signalés qui datent de décembre 2022 ne représentent pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Dans ces conditions, les faits pris en compte et exposés par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour justifier la mesure contestée ne sont pas matériellement établis et ne sauraient caractériser une menace actuelle particulièrement grave pour la sécurité et l'ordre public. Vous voyez donc l'importance des témoignages à travers lesquels ces personnes relatent uniquement ce qu'elles savent, ni plus ni moins. À ce titre, l'ancien maire de Sevran, Stéphane Gatignon, était en charge du dossier de la mosquée des radars à Sevran. Il devra ainsi témoigner que nos noms n'ont jamais été impliqués de près ou de loin dans les procédures administratives et judiciaires concernant cette mosquée. Le maire actuel, Stéphane Blanchet, ancien premier adjoint de l'époque, pourra également l'affirmer. Il pourra également rectifier certaines informations, comme le fait que nous ne l'avons jamais diffamé, n'avons jamais porté atteinte à son honneur et à sa dignité, que nous n'avons jamais été poursuivis pour quelconque trouble à l'ordre public et d'autres éléments qui ont motivé cette mesure de rétention administrative à mon encontre, ainsi que ce terrorisme infligé à ma femme. D'autres élus qui soutenaient notre combat militant avant que nous fassions notre entrée sur l'échiquier politique pourront également attester le sérieux de nos combats et la manière dont nous avons toujours été attachés aux valeurs de la République sans jamais porter atteinte au pacte républicain qui nous unit. L'heure de vérité a donc sonné. Soit ces élus tolèrent qu'on me mette à tort une cible dans le dos, simplement pour le fait que je sois musulman, et nous tirerons les conséquences de leur complaisance vis-à-vis du braquage de ma femme et de mes enfants, soit ils sont fermement attachés aux valeurs de la République et n'auront dans ce cas aucune difficulté à mettre les divergences politiques de côté pour faire vivre l'égalité en droit et ainsi permettre à ma famille d'être rétablie dans ses droits, sa dignité, sa réputation et son nom. J'utiliserai également la fonction parlementaire pour qu'à l'avenir, l'arsenal juridique français soit renforcé afin de procéder à une vérification minutieuse des informations pouvant mener administrativement à la privation de liberté d'un individu et de sanctionner systématiquement toute personne qui ferait preuve de négligence dans ce genre de situation et se rendrait coupable du crime mentionné à l'article 432-4 du Code pénal. Je ne tolérerai jamais qu'on ait braqué mes enfants alors que je suis innocent et qu'on me reproche simplement d'être musulman et élu de la République militant. Ce sont ces valeurs de la République qui m'ont permis de découvrir le sacré de ma spiritualité. Elles sont comme le recto et le verso d'une feuille, c'est-à-dire indissociables dans leurs valeurs de solidarité et d'entraide envers les plus fragilisés.
J'estime que l'affaire est bien trop grave pour me contenter de la justice administrative. La justice pénale a été saisie. Elle doit utiliser tous ses moyens d'investigation pour aider à la manifestation de la vérité et me rétablir sans délai dans mes droits. Je sais que j'encours de gros risques à poursuivre mon combat pour la dignité et l'égalité en droit. Mais comme le dit l'adage, qui est né pour mourir noyé ne sera pas pendu. Je me refuse donc d'abandonner ce combat qui doit servir à l'ensemble des personnes dans une situation identique à la mienne ou qui à l'avenir seraient susceptibles de l'être. Il en va également de l'honneur de notre République qui ne peut se prêter à des pratiques dignes des plus grandes dictatures de l'ère contemporaine. Notre pays est le berceau des droits humains et doit rester à la hauteur de cette image humaniste et universaliste. Vous pouvez compter sur ma détermination. Je vous tiendrai informé des suites de ce dossier. À bientôt, je l'espère.